Chapitre 8e. Déjà, Lady Wrench, arrachant sa fille à Judith, se plaçait au milieu du théâtre et embrassait Zinnie face au public dans une classique attitude d'écran, et pressait la joue de la petite contre la sienne, dans un mélange de boucles d'or et de boucles carottes. « Qu'est-ce que cette peste a fait à la chérie, à sa petite maman ?» dit-elle en fusillant Judith du regard par-dessus la tête de sa fille. « Elle t'a battue parce que tu réclamais maman, n'est-ce pas ? Dis-moi bien tout. » Mais Zinnie était déjà toute rassérénée, beaucoup trop absorbée par la contemplation de sa mère, pour prendre garde aux questions dont celle-ci la pressait. Elle faisait glisser sur ses petits doigts la rivière de perles qui tombait en cascade sur la poitrine de Lady Wrench. « C'est des vraies, Zinnia dit. Blanca dit que non. Elle assure qu'elles sont fausses parce qu'elles sont 2 fois plus grosses que celles de Joyce. Blanca, elle est ici, où est-elle? Scopie l'a enfermée, elle ne peut pas descendre. Seulement elle a trouvé la jumelle dans la chambre de Martine, et elle est en train de te regarder avec. Si tu la faisais descendre, Zinnia, elle voudrait voir si tu as le modèle de calot que Joyce vient de commander, parce que Joyce sera furieuse et qu'elle se dépêchera de commander autre chose. Dis, Zinnia. » Lady Wrench s'était calmée aussi vite que sa fille. Elle éclata de rire et embrassa l'enfant et se tournant vers le jeune homme blond. « Qu'en dis-tu, Rennie? N'est-ce pas que c'est ma vraie fille ?» Lord Wrench avait suivi sa femme d'un pas traînant. Debout, les jointures molles, flottant dans son complet de flanelle très lâche, chapeau en arrière, son regard tombait sur sa femme et la fillette de l'altitude où il se trouvait juché sur ses longues jambes et son interminable cou. « Oui, c'est tout à fait toi, » dit-il d'une voix plus haut perchée encore que son feutre, et sa phrase finit par un petit gloussement qui alla se perdre parmi les toits et les cheminées de la maison. Sa femme se mit à rire à son tour, d'un rire qui survola le sien, et elle se laissa tomber sur le banc, toujours en caressant sa fille. Et Judy, qui avait peur que nous ne venions l'enlever. « Tiens, j'y pense, je ne vous ai pas seulement présenté. Lord Wrench, Judy Water, Mr. Boyne, un ami de Clive. Mais où est Blanca, Judy? Je ne la vois pas. Fais-la descendre, et Terry aussi. C'est un amour, celui-là. Je suis leur belle-mère, après tout. Je la suis, ou enfin, je l'étais. Monsieur Boyne, est-ce que Blanca est toujours une beauté? S'il avait un peu plus de chien, je suis sûr que j'en ferais quelque chose à l'écran. Ah, la voici. » Judith revenait en effet avec sa petite sœur. Celle-ci ouvrait de grands yeux, pour mieux voir son ancienne belle-mère, tout en se raidissant pour ne rien trahir du désir qu'elle avait de faire l'inventaire de la toilette et des bijoux de la marquise. Miss Cope formait l'arrière-garde, équipée comme pour la bataille, les mains cuirassées de fil gris et serrant son parapluie en arrêt comme une lance. « Bonjour Blanca, tu vas bien? Comme te voilà grande. Tu vas faire tourner des têtes. C'est dommage que tu sois une perche, mais enfin, tu l'as toujours été, n'est-ce pas, Judy? Te voilà une petite femme à présent. Allons, Blanca, une poignée de main. Laisse-moi te présenter à mon mari. Rennie, voilà Blanca qui venait chez nous avec Terry et Judy quand j'étais la femme de Clive. Eh bien, Blanca, où est Terry? Qu'est-ce qui l'empêche de descendre? J'aurais tant de plaisir à le voir. » Terry prend sa leçon avec le précepteur, dit Blanca d'un air magnifique, sans détacher toutefois ses yeux une seconde de la lumineuse personne de son ancienne belle-mère. « Mais il a dit qu'il ne se serait pas dérangé même s'il avait eu le temps, » dit Zinnie en jetant un regard malicieux à sa mère. « Il dit qu'il n'est pas indiscret comme Blanca et qu'il ne peut pas perdre son temps toutes les fois qu'il arrive une visite pour les baies. »« Je vois que le précepteur ne lui aura pas appris les bonnes manières, » fit la marquise, tandis que Miss Cope reprenait sa plus jeune élève. « Vous vous êtes encore trompée sur ce mot, Zinnie. On dit « indiscret ». Vous êtes assez grande pour vous mettre à parler correctement. »« Non, je ne suis pas assez grande, à moins que Ben et Bitchy ne s'y mettent en même temps, » répliqua Zinnie. « Béatrice et Astoré sont étrangers, » dit sévèrement l'institutrice. « Et vous donc? Vous n'êtes pas une vraie américaine comme nous autres, étrangère vous-même ?» Judith intervint. « Je vous avertis que les enfants mal élevés ne feront pas aujourd'hui de promenade en bateau. Zinnie, si tu ne fais pas tout de suite des excuses à Miss Cope, tu resteras ici avec Nounou. »« Des excuses? Je te le défends bien, Zinnie. Tu viendras en gondole avec ta maman et le mari de ta maman, » déclara triomphalement Lady Wrench. Mais la physionomie mobile de la petite s'était subitement altérée. Elle se détacha des bras de sa mère,
glissa à terre et courut vers l'institutrice dont elle prit avec tendresse une main gantée de coton gris. « Scopie, dis que je ne suis pas une petite fille mal élevée. Je ne veux pas du tout m'en aller sur une vieille gondole. Je veux me promener sur le bateau de papa. » Lord Ranch, à cette palinodie, émit de nouveaux gloussements d'approbation. « Parbleu, elle ne perd pas la carte, la petite. Pas de doute, Zinnia, c'est bien ta fille. » Cependant, la marquise prenait de grands airs. « Dirait-on pas que je ne peux pas avoir un yacht, moi aussi? Et dès demain, si ça me plaît? Et qu'est-ce qui m'empêchera d'aller jeter ma fumée au nez de ce vieux rafio dont Clive fait ses embarras ?» Et elle se prépara à faire une sortie de reine offensée. Mais Blanca s'approchait et levait vers elle un regard extasié. « Oh, cette robe, Zinnia, quel amour! Je crois que c'est la plus jolie que je t'ai jamais vue. Est-ce qu'elle vient de cette maison russe dont maman parle toujours, et où c'est si difficile de se faire servir parce qu'on refuse la clientèle ?» L'étoile laissa tomber sur l'enfant un regard attendri. « Tu es une fine mouche, toi, tu as vu ça? Eh bien, c'est vrai, tu as deviné. Mais ta mère aurait beau se faire inscrire, elle ne pourrait pas se procurer ce modèle, parce que c'est une robe que le grand-duc Anastase a composée exprès pour moi. Et j'ai son engagement signé, que c'est la seule façon qui sera faite sur ce patron. Regarde un peu ce biais sur les épaules. N'importe qui peut se payer un yacht, ce n'est pas difficile. Mais les femmes pour qui le grand-duc Anastase se donne la peine de composer un modèle, on les compte sur les doigts d'une seule main, et encore, on peut replier 2 des doigts et le pouce. » Cependant, Lord Ranch balançait son interminable corps d'une jambe sur l'autre et donnait des signes d'impatience. Elle se prépara à le suivre. « Au revoir, ma chérie. La prochaine fois, tu me verras arriver sur ma 2000 tonneaux, à moteur au mazout. Mais j'y pense. Rennie, mon petit sac. Je dois avoir dedans des caramels pour la petite. » Elle revint et se mit à fouiller dans son réticule. Après un sondage consciencieux, on en vit sortir, parmi un fouillis de cigarettes et de billets de banque, une chaîne d'or et de petites perles. « Tiens, Zinnie, mets ça à ton cou et dis à Blanca de regarder les perles au microscope. Elle te dira si elles sont fausses comme celles de ta maman. » Blanca pâlit. « Zinnia !» s'écria-t-elle. « Je n'ai jamais dit que tes perles étaient fausses. C'est cette petite peste qui est une menteuse. Tout ce que je dis, c'est que de loin, je ne pouvais rien garantir. » « Bah, ma petite, ne t'en dédis pas. Tu étais sûre que les reines de l'écran ne portent pas d'imitation. Apprends ça, ma petite. Parce que si on leur vole un collier, elles trouvent le lendemain à le remplacer par un autre. Tu peux le dire de ma part à Madame Water numéro 3. Et ne me regarde pas comme si je te faisais peur. Je ne te veux pas de mal. » Elle tira de son sac un petit paquet. « Tiens, voilà une bague que je t'ai apportée. Tu peux la faire expertiser, » ajouta-t-elle en jetant le petit carton dans la main de l'enfant. Blanca, pâle de plaisir, souleva le couvercle qui découvrit à son œil déjà instruit un petit rubis serti de brillant. Elle cueillit le bijou avec un petit cri de ravissement et le glissa à son doigt en enfouissant l'écrin dans une poche de son chandail. « Quand je fais des cadeaux, moi, je ne vais pas les chercher au rayon à 2 sous, » souligna Lady Ranch avec un geste d'adieu. « Au revoir tout le monde. On se reverra peut-être bientôt au bord des flots amers. Nous sommes venus passer notre lune de miel au Lido, et peut-être que vous y viendrez pour vous baigner. C'est déjà presque aussi gai qu'au mois d'août. Tout le monde chic se dispute les tentes. Le duc de Mendip a celle à côté de la nôtre. C'est l'ami intime de Rennie, vous savez. Bonsoir, Judy. Bonsoir, Monsieur Boyne. J'espère que vous nous ferez le plaisir de dîner un soir au palace avec le duc et moi. Demandez la marquise de Ranch. N'oubliez pas. » Elle disparut dans un scintillement de perles et de rire, laissant les 2 petites en contemplation devant leurs bijoux jusqu'à ce que l'institutrice les fit rentrer pour s'habiller en attendant le canot qui devait venir les prendre. Les enfants partis, Judith resta encore un moment au jardin avec Boyne. Ses traits, si tendus pendant la visite de l'actrice, avaient repris leur bon petit air d'enfant un peu boudeur. « Voilà qui est fait, c'est fini, » dit Boyne, en jetant sa cigarette d'un geste qui symbolisait l'expulsion des intrus. « Bah, » reprit-elle, « Zinnia n'est pas une méchante femme. Elle parle un peu fort, mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Et puis, je commence à avoir l'habitude des scènes. Quand on a 7 enfants et un tas de parents, il y a toujours des batailles. »
Mais cette pauvre Zinnia vaut mieux qu'elle en a l'air. Elle se tut, puis, n'y tenant plus. Avez-vous vu comment cette Blanca m'a subtilisé mon cadeau? C'est pour cela qu'elle est descendue faire sa cour à Zinnia. Ce vieux modèle de calot, faire semblant de le prendre pour une robe d'Anastase, quelle misère! Cette Blanca, il n'y a pas de platitude qui lui coûte. Ses yeux s'étaient remplis de larmes enfantines, mais déjà elle secouait la tête et ajoutait fièrement: Et puis je m'en moque. Je suis trop grande pour me soucier de ces bagatelles. Seulement, j'ai bien vu mes initiales sur l'écrin. Chapitre 9. Dans le train qui l'emmenait vers les montagnes à travers une Vénétie écrasée de chaleur, Boyne, indifférent au paysage et au but même de son voyage, ne faisait que ruminer l'histoire des petits Waters et leurs petites affaires. Il les avait quittés sur une impression de bonheur, envahi par la turbulence de cette marmaille intenable, que seule l'énergie et l'ubiquité de l'institutrice parvenaient à empêcher de se jeter à l'eau la tête la première, ou d'escalader le grand mât. Le yacht tout flambant neuf semblait avoir trouvé soudain une raison d'être. Clive Water, en casquette impeccable et complet de serge bleu marine, évoluait au milieu des siens comme un bon géant, et madame, plus jeune que jamais dans sa jupe de laine blanche, sa toison d'or au vent, prenait des poses maternelles. Boyne aurait voulu faire en partant un petit cadeau à Judith, de quoi la consoler de sa déconvenue sur le cadeau de Lady Ranch. Il n'avait pas eu le temps de choisir chez les antiquaires, et il n'eut au dernier moment à glisser dans la main de la jeune fille qu'une camelote de la merceria. Mais elle montra de cette surprise une joie enfantine, parce que c'était un cadeau de lui. Vraiment, la séparation lui avait été pénible, et maintenant, seul dans son coin de compartiment, il se demandait pourquoi il était parti. Et pourtant, il en avait plusieurs raisons, dont l'une, bien vieux jeu, était qu'il avait promis depuis des mois à Madame Sellers de l'aller retrouver dans les Dolomites. Dans un monde qui ne sait plus trop ce qu'il a fait de l'exactitude et de la conscience, Boyne était resté ponctuel et consciencieux. Et puis, il s'était monté la tête pour se prouver que ce rendez-vous était la chose qui lui tenait le plus au cœur. Au fond de lui-même, il n'en était plus bien sûr, il avait des doutes. Il connaissait depuis quelques jours des objets aussi désirables. Il avait dû prendre sur lui pour s'obliger à quitter Venise. Il ne pouvait se cacher que son cœur était partagé. Mais il était d'un temps où l'on n'admettait pas que le monde ne fût pas quelque chose de stable, et que de tous les droits le plus sacré fut le droit au changement. Il avait besoin de croire que la femme de ses rêves était toujours la femme de ses rêves. Il s'attachait à cette pensée comme à une sorte de support moral. Rose Sellers était pour lui le pôle, le point fixe sur quoi son désir de permanence bâtissait depuis des années. 2 jours après, pas plus, c'était déjà si loin. Boyne, assis sur le balcon du chalet en face du massif pourpre et argent de Cristallo, regardait toutes les pensées qui, ces derniers temps, l'avaient hanté, s'évanouir en fumée comme un flocon de brouillard qui s'évapore dans le bleu derrière les montagnes. Le changement d'air peut-être, le fait de nager dans cet éther si pur, dont l'éclat ressemble à une fanfare de trompette d'argent. Oui, tout le reste aussi, et cette miraculeuse résurrection de tout un passé, d'une vie qu'il avait cru morte. Comme c'était bien Rose Sellers, la vraie Rose, et non plus le souvenir délicatement momifié qu'il avait d'elle. Comme cela lui ressemblait d'avoir inventé ce chalet tout là-haut, au-dessus des grands hôtels, dans un endroit si bien caché, tête à tête avec les montagnes. Endroit sublime, se disait-il. Et j'ai pu supposer qu'elle allait, fût-ce pour 3 semaines, consentir à être un numéro dans le couloir à tapis rouge d'un caravansérail. Le chalet était tout petit, juste assez pour elle et ses 2 domestiques. Si j'avais eu un coin de reste, je vous l'aurais donné de bon cœur, avait-elle ajouté. Mais c'était mieux ainsi. Oui, c'était un attrait de plus, un peu mystérieux, d'avoir à gravir une montée pour arriver jusqu'à son ami, à s'élever au-dessus de la morne foule de l'hôtel jusqu'à ce paradis de solitude verte, bruissante d'un frémissement de rigole dans les prairies, sous les ailes d'archange des montagnes. « Cela vous plaît ?» lui demanda-t-elle le premier soir. Ils étaient sur le balcon parfumé de l'odeur des pins, et les grandes parois roses qui fermaient la vallée passaient lentement du ton de la flamme à celui de la cendre comme une chose consumée. « Ce qui me plaît surtout, c'est que ce pays vous ressemble. » Elle rit et tourna vers lui un regard tendre et ironique,
Elle ressemblait plus que jamais à un de ces légers crayons du XVIe siècle qu'elle lui rappelait toujours. Vraiment, qu'est-ce qui me ressemble, le chalet ou le cristallo? Ma foi, c'est l'un et l'autre, et c'est le piquant de l'affaire. Et je ne vous fais pas l'effet d'être un peu trop lointaine? Non. C'est d'abord un peu haut et un peu imposant, et puis, quand on y est, c'est une petite chose gracieuse, riante, et qui ne fait plus peur du tout. Elle soupira et sourit. Allons, tant mieux, mais je préfère la fin du tableau. Je ne me sens pas du tout la vocation de pique. J'aime mieux être un gentil balcon au soleil. Cela n'empêche pas qu'on y est très bien pour contempler le pic. Voilà ce qui me manquait depuis des années, la vue qu'on a d'où vous êtes. Puis, ce furent les souvenirs évoqués, les questions qui se pressent en foule. Il tâchait de renouer les fils de l'écheveau, de reconstruire et de mettre en commun leurs 5 années de séparation. Boyne commençait à sentir qu'il situait de nouveau son ami dans sa vie, et qu'il avait repris lui-même sa place dans la sienne. De sa vieille passion, il n'avait encore soufflé mot. Autrefois, c'était elle qui avait imposé cette règle à leur amour. À force de volonté, elle avait maintenu leur liaison dans les bornes de la stricte amitié, et c'est lui, à présent, qui trouvait plus commode de s'en tenir au ton de leurs rapports accoutumés. Pourquoi? Ce n'était ni le doute ni la timidité qu'il retenait, et de ses sentiments à elle, il était parfaitement sûr. Non, c'était le bien-être de la situation présente. Il préférait n'y pas toucher. Dans le cours de sa vie nomade, il avait rencontré assez d'amour facile. Il avait presque besoin de sentir qu'il y avait une femme au monde à qui il n'était pas pressé de faire sa cour. C'est elle qui avait voulu n'être pour lui qu'une amie parfaite. Cette fiction avait coûté cher. Il ne voulait pas déranger les traits de cette image. Ah, s'il avait soupçonné quelque rivalité sous roche, c'eût été autre chose. Il n'aurait pas perdu une minute pour brusquer sa demande. Mais en remontant avec elle le cours de son passé, il acquérait la certitude que c'était pour lui qu'elle s'était gardée dans ce long hivernage qu'avait été son mariage. Cette constatation rassurait son amour-propre viril, mais sans avoir le don de l'exciter beaucoup, tout en repoussant loin de lui l'idée que son ami cessait d'être désirable en cessant d'être inaccessible. Il la trouvait même rajeunie, plus jolie qu'au moment de leur séparation. Elle trouvait le moyen de changer toujours à son avantage, et il eut bientôt fait d'écarter comme une vieille photographie ses souvenirs d'autrefois, épaisse natte châtain argenté et jupe longue drapée jusqu'aux pieds, pour les remplacer par l'image de la femme nouvelle, les cheveux coiffés courts et rajeunis par ses jupes courtes. C'était un véritable renouveau. Il la trouvait 1000 fois plus souple et plus intelligente qu'il n'avait pu le soupçonner quand leur rapport se trouvait raidi par sa propre passion et par la résistance que son ami lui opposait. Elle ne résistait plus maintenant, et sa grande passion à lui s'était calmée. C'était parfait. Ils sortaient ensemble tous les jours, quelquefois ils louaient une auto qu'ils quittaient en plein champ pour grimper quelque part. Mais ils ne pouvaient faire des folies tous les jours, et ils ne le regrettaient pas. D'ordinaire, ils partaient à pied, armés d'un bâton et sac au dos, pour rentrer seulement à l'heure où les cimes jetaient leur dernier feu au-dessus des ombres de la vallée. Rose était infatigable, et tirait quelque orgueil de son pas élastique et de ses muscles résistants. Elle adorait les merveilles naturelles dont le détail délicat ne se révèle qu'aux promeneurs qui daignent marcher à pied. Une tige de colchique ou d'orchidée qui perce à travers le feutre des aiguilles de pin, l'allégresse des eaux courantes, les petites feuilles parfumées qui s'étirent, un froufrou d'ailes dans une haie, et cette pulsation continue de l'eau, du vent, des herbes qui est le pouls de la forêt. Il y avait des années que Boy n'avait eu le loisir de se promener en montagne, sans faire des calculs d'ingénieur, et sans méditer un aqueduc ou un chemin de fer. Les promenades avec Rose lui ouvraient les yeux à des beautés nouvelles. Ce qu'il y avait encore de mieux, c'étaient les soirées. Le premier soir, la pleine lune les fit s'attarder très longtemps sur le balcon. Ce fut dans une sorte d'ivresse qu'il revint à travers bois jusqu'à l'hôtel. Puis, ils eurent des nuits sans lune, suivies d'autres nuits fraîches ou nuageuses. Alors, ils restaient près du feu et causaient à n'en plus finir en feuilletant des livres et des revues. Pour un voyageur ballotté à travers tant de décors changeants et la cervelle brouillée par tant de paysages, c'était le bonheur d'apercevoir devant lui une éternité de soirs pareils sous la lampe,
près d'un feu mourant, avec des journaux épars de tous côtés, et en face de lui, cette jolie tête penchant sa masse d'argent châtain sur un livre à l'autre coin de la cheminée. Et ces livres! Elle avait toujours sous la main justement celui qu'il désirait. Quel attrait pour un homme sans foyer! Une fois, en prenant un volume dont ils venaient de parler ensemble, Boyne se rappela une petite phrase songeuse de Judith, qui lui demandait de lui prêter des livres. De quel repli de la mémoire sortait ce souvenir et jusqu'au son douloureux de la voix de la jeune fille? Et il s'aperçut tout à coup que depuis plusieurs jours, il n'avait plus pensé à ses petits amis. C'est qu'il avait eu tant à faire à échanger des souvenirs avec Madame Sellers, et il lui restait encore tant de chemin à parcourir. Quant à Rose, elle semblait avoir oublié la petite famille dont son vieil ami lui faisait dans ses lettres une peinture amusée. Brusquement, il sentit comme une vive douleur le contraste de ces deux existences de femme, la vie calme et harmonieuse de Madame Sellers, qui lui rappelait toujours le beau mot de Milton « Combien tu es charmante, ô divine philosophie !» et les chaotiques épreuves de la pauvre enfant qui avait rejeté dans l'ombre pendant quelques jours cette calme et suave image. Ah, la vie de bohème et ceux qui l'amenaient, quelle vulgarité! Quel mauvais goût, quelle vilainie et quelle misère, malgré tout son clinquant et son bluff. Boyne aurait écarté ces images avec dégoût sans la petite plainte qu'il appelait du fond de ce marécage. Il soupira en refermant le livre qu'il venait d'ouvrir. Madame Sellers, qui écrivait de l'autre côté de la table, releva la tête et leurs regards se rencontrèrent. « À quoi pensiez-vous, cher ami ?» Il eut un petit mouvement de défense, le premier depuis son retour. S'expliquer. Mais comprendrait-elle? Et si elle comprend, ne va-t-elle pas se moquer? Il n'osa pas risquer une réponse et se déroba. « C'est de vous voir écrire, dit-il. Cela me fait penser que j'ai des masses de lettres en retard. Eh bien, voici l'encrier. Partageons. » Et elle fit le geste de pousser l'encrier au milieu de la table. « Ma foi, non, la nuit est trop belle. Jetez un manteau sur vos épaules et asseyons-nous sur le balcon. » Elle le suivit des yeux, la plume suspendue au-dessus de son papier. « Mais il n'y a pas de lune. » « Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de lune. » Chapitre 10. Martine, chérie, il fait très beau, c'est délicieux ici. On a été prendre des bains au Lido et on a refait une promenade sur le yacht. La femme de Buondelmonte, la dompteuse, est morte, et il vient d'épouser une américaine très riche. Beachy et Bunn sont dans la joie. Ils s'imaginent qu'à présent ils vont avoir des tas de cadeaux comme ceux que Zinni a reçus de sa mère, et comme celui qui était pour moi et que Blanca s'est fait donner. Mais j'aime le vôtre 100 fois mieux, chère Martine, parce que c'est vous, et aussi parce qu'il est bien plus original. Ce qui m'ennuie, c'est que Buondelmonte, maintenant qu'il est riche, il va vouloir reprendre son fils, et Beachy mourra de chagrin si son frère la quitte. Alors je lui ai fait rejurer, vous savez, sur le livre à Scopie, qu'il ne partira pas, quoi qu'il arrive. Papa et maman se sont disputés, parce que maman a voulu inviter Zinnia et Lord Range sur le yacht. Papa dit qu'il ne voulait pas, que ce serait scandaleux, et maman a répliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle veut faire la connaissance du duc de Mendip qui est avec les Range, et Zinnia invite Gerald tous les jours, et Joyce est furieuse. Vous allez me dire que je ferais mieux de ne pas vous en parler, mais que voulez-vous, chère Martine, si mes parents se mettent à se disputer à propos de Gerald, le plus clair c'est que Terry perdra son précepteur, et ce serait bien malheureux. Aussi je veux m'en aller avec tous les petits aussitôt qu'il y aura moyen. Terry m'a fait promettre de lui montrer cette lettre, rapport à l'orthographe, mais je n'en ferai rien. Il m'empêcherait de vous l'envoyer. Je vous en supplie, chère Martine, écrivez à papa de nous faire partir le plus tôt possible. Voilà Terry qui a encore de la température, enfin, toutes les misères à la fois. Comme je voudrais que vous soyez ici, vous sauriez vous faire écouter. Votre Judith, qui vous regrette beaucoup. PS. Surtout, ne dites pas au waiter que je vous ai écrit. La première pensée de Boyne, quand il eut achevé cette lettre, fut de se dire qu'il en causerait avec Madame Sellers, et que ce serait bien plus facile de la consulter après ce qui venait de se passer sur le balcon. Ce qui s'était passé, c'est que Rose venait de lui tomber dans les bras, tranquille étreinte, geste muet, d'une force profonde et calme, ni fièvre, ni résistance, mais un acquiescement complet, où tout ce qu'il y avait de profond de leurs âmes
étaient montés ensemble à leurs lèvres dans un baiser. Hier encore, il aurait pu se demander comment Mme Sellers aurait envisagé l'affaire Water. Qu'avait-elle de commun avec tous ces gens-là? Maintenant, toutes ses pensées, tous ses projets, Rose devait y avoir sa part. Il relut lentement la lettre, en imaginant ce qu'en diraient les beaux yeux de Mme Sellers. L'orthographe seule avait de quoi la consterner. « Ce sera pour demain », se dit-il. Mais demain, on y était déjà. Boyne repoussa ses volets et se pencha à la fenêtre. Le ciel pâlissait, l'air fraîchissait, quelques étoiles dans l'aube grise achevaient de s'éteindre, tandis que devant lui, derrière le noir écran montagneux, la pâleur des espaces commençait à se remplir d'une fluide coulée d'or. « C'est l'image de mon bonheur, » se dit-il, une aube incolore qui se change en un jour resplendissant. Mais le spectacle de cette métamorphose suffisait à sa joie. Il s'étonna de n'être pas plus transporté. Serait-ce, pensa-t-il, que je vieillis? Ce jour-là fut trop occupé. Il y eut trop de choses à envisager, trop de préparatifs à faire. Boyne n'oubliait pas la lettre. Il sentait là, présente dans un coin de son cerveau, la pensée de la jeune fille, mais il ne trouvait pas le moyen de l'insérer dans le cadre de sa nouvelle existence. Il avait décidé de passer encore un mois dans les montagnes avec son ami, un mois de promenade, de sieste au soleil et de nuit en septembre. Et puis, Paris et le mariage dans les délais légaux. Cette perspective ne laissait pas d'inquiéter un peu Mme Sellers dans son instinct de femme ordonnée, dont la vie s'était écoulée dans un vide sans hâte et un désespoir sans impatience. « En principe, lui dit-elle avec un sourire, je déteste autant que vous les ajournements et vous ne vous doutez pas que je ne sois pressé de commencer notre nouvelle vie. Mais pratiquement, cher ami, il y a des difficultés. Rien de sérieux, bien sûr, ajouta-t-elle en riant, et puis je suis d'âge à me conduire toute seule. Alors, il y a le monde qu'il ne faut pas oublier. Des gens qui pourraient s'étonner de trop de précipitation. La famille de mon mari, par exemple. Vous savez que je n'ai jamais été du dernier bien de ce côté-là. Mais c'est justement pour cela que je ne voudrais rien faire qui puisse servir de prétexte. Mais à quoi? Que sais-je? À jaser, à faire des insinuations désobligeantes? Non, vraiment. Je ne peux pas songer à me remarier avant l'année écoulée depuis la mort de mon mari, à moins de scandaliser toute ma belle famille. Or, il se trouve qu'ils se sont, dans ces derniers temps, comportés très convenablement avec moi, surtout pour l'exécution des clauses du testament dont l'interprétation n'allait pas toute seule, comme me disait M. Dobry. Qui est M. Dobry? Un homme qui était parfait pour moi dans toute cette affaire, un ami incomparable. Vous ne vous rappelez pas? Lui dit-elle avec un ton de reproche, que je vous en ai parlé. Il se rappela en effet ce Dobry, notaire de New York, qui avait démêlé de son mieux, à l'avantage de sa cliente, la succession embrouillée du défunt, celui-ci ayant sournoisement machiné son testament comme une vengeance à retardement. Le nom de l'avocat revenait fréquemment dans les dernières lettres de Mme Sellers. Boyne revoyait dans son souvenir un monsieur timide et important, en costume gris foncé, toujours trop neuf et trop bien fait, un homme, en un mot, qu'on aurait appelé un homme comme tout le monde dans le New York de la jeunesse de Boyne, mais qui figurait maintenant comme un homme de la vieille école et qui en jouait le rôle et en prenait le costume très consciencieusement. Boyne avait cru deviner que M. Dobry était un peu amoureux de Mme Sellers et que celle-ci, sans répondre à ce sentiment, en était néanmoins flattée. Mais il ne s'arrêta à cette pensée que le temps de sourire à un rivalet conduit et revint aussitôt à ses propres doléances. « Vous n'allez tout de même pas me condamner à attendre encore un an. »« Un an, depuis la mort de mon mari, il y a 7 mois écoulés. Et puis il faut penser à mes tantes qui ont toujours été si bonnes pour moi. Je dois les ménager. Tante Julie surtout jetterait les hauts cris si je me remariais avant la fin du deuil officiel, et je tiens particulièrement à ne pas fâcher tante Julie. Et pourquoi y tenez-vous si particulièrement? Moi je n'ai jamais vu en elle qu'une vieille dame particulièrement sotte. Raison de plus. Si vous trouvez que c'est une raison, alors adieu notre mariage. Dans une famille aussi nombreuse que la vôtre, il y aura toujours un imbécile à ménager. Merci pour ma famille, mais ce n'est pas ma seule raison. Elle rougit légèrement. Comprenez donc que je ne dois pas être l'unique héritière de tante Julie. Je le sais par ce même M. Dobry qui est son notaire, et les médecins disent qu'il suffit d'une de ces attaques de goutte. Ah, vous m'en direz tant.
il ne put dissimuler une certaine impression de gêne. Cette petite phrase lui fit l'effet d'une douche glacée. En bonne raison, elle aurait dû produire un effet tout contraire, puisqu'il savait que la fortune de Madame Sellers, en dépit des efforts de M. d'Aubry, se trouvait très réduite et que, pour lui, presque toutes ses économies de 20 ans avaient été englouties par de mauvais placements. La situation qu'il envisageait pour l'avenir, celle d'ingénieur conseil dans une grande entreprise, offrait beaucoup d'aléas. L'image d'une tante à attaque et à disposition testamentaire bienveillante n'aurait dû lui causer aucun déplaisir, mais l'idée de modifier sa conduite pour l'adapter aux caprices de parents riches n'était pas du tout dans son genre. Peut-être parce qu'il n'avait jamais eu de parents riches. Ce fut du ton d'un homme vexé qu'il reprit. « Si vous hésitez entre tante Julie et moi… » Elle l'interrompit, et relevant les sourcils avec cet air de raillerie douce qui lui plaisait tant quand cette moquerie ne s'adressait pas à lui. « Dans ce cas-là, cher ami, je suis presque sûr que vous seriez le préféré. Alors faisons nos malles et en route pour Paris. Comment faut-il que je m'explique ? Je ne peux pas me remarier avant la fin de mon deuil. Cela ne serait ni digne de moi ni de vous. » Des larmes lui venaient aux yeux. Il se tut. La conversation prenait le tour d'une querelle de ménage, si le mot pouvait s'appliquer à la souple manœuvre de Rose pour refuser le combat et en venir à ses fins. Boyne se sentait mal à l'aise. Et quoi ? C'était donc ça, le mariage, ce port dont il avait rêvé. Peut-être avait-il eu trop longtemps l'habitude de la vie vagabonde. Le pli était pris. La moindre contrainte le blessait. La nécessité de tenir compte des susceptibilités mondaines le mettait hors de lui. Il fit effort pour chasser cette impression. Il se rendait compte qu'il était absurde de reprocher à son ami de faire de son mieux pour améliorer leur situation. Et pour mettre un terme à la discussion, il lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Vous savez bien que je voudrais toujours ce qui vous fera plaisir. » Il se repliait lâchement. Mais, puisqu'il avait renoncé à son indépendance, pourquoi en disputer les miettes et l'apparence ? Cependant, il lui semblait sentir sur lui le regard de Rose qui lisait dans son cœur. Il avait la sensation que la suavité de sourire de son ami était faite de la conscience de sa victoire. Décidément, le mariage nous rendrait méchants, pensa-t-il, et soudain il se crut marié, et que c'était depuis très longtemps. Leur première quinzaine s'était passée sans nuage, mais depuis que la vision du mariage était apparue à l'horizon, le nuage était là, pas bien gros, oh non, pareil à la nuée proverbiale dont parle l'Écriture. Rose redoubla de gentillesse pour se faire pardonner sa victoire, ce qui ne fit que la rendre plus sensible. « Je suis absurde, » se disait Boyne. « On ne distingue pas entre les qualités d'une femme comme entre les années différentes d'un même cru. Je suis là à me demander si la qualité de son amitié n'est pas supérieure à celle de son amour. Puisqu'il est impossible à l'amour d'être l'amitié, il n'est que d'en jouir et le prendre comme il est. » Il y avait plus de 8 jours que la lettre de Judith se trouvait dans la poche de Boyne, lorsque celui-ci la sortit toute chiffonnée et imprégnée d'une odeur de tabac. Il était étendu à son aise à côté de Rose sur le bord d'une haute falaise de granit, d'où les regards plongeaient par-dessus des abîmes de pins, de pâturages et de forêts, dans l'infini bleu de l'horizon. L'air vibrait de lumière, le parfum des herbes foulées montait comme un encens, le cœur des fiancés s'enivrait d'air pur et de soleil, dans le bien-être d'une longue grimpette, suivie d'une de ces dînettes comme il n'en peut sortir que d'un sac de montagne. « Et maintenant, une bonne pipe, » dit Boyne, dans une béatitude somnolente, en s'étendant sur l'herbe auprès de son ami. Il se mit à fouiller dans sa poche et en tira avec sa blague la lettre oubliée. « Diable !» s'écria-t-il. « Pauvre petite, je n'y pensais plus. Voilà 8 jours que je voulais vous montrer ce papier. » « Pauvre petite qui ?» Il hésita une seconde. Si Rose n'allait pas comprendre. Mais déjà elle étendait la main. Il n'y avait plus à reculer. Elle se souleva sur le coude et se pencha sur le papier. Boyne la regardait faire, charmé par son fin profil et guettant les subtils mouvements de la ligne qui va de la gorge à l'oreille. Comme elle est encore jolie, pensait-il. Elle lisait avec attention, non sans froncer les sourcils chaque fois, et ce n'était pas rare qu'elle tombait sur une faute d'orthographe. Quand elle eut fini, « C'est de cette petite dont vous m'avez parlé ?» dit-elle en lui rendant la lettre. «
Vous avez raison, pauvre petite. Mais qu'est-ce que ces Waters dont elle parle dans le post-scriptum et qui ne doivent rien savoir? Les Waters, ce sont les parents. Et elle parle d'eux sur ce ton-là? Il donna sur cette manière de parler en famille les explications qu'il avait reçues lui-même de l'institutrice. Je vois d'ici le genre d'institutrice qu'on peut rencontrer dans un monde où il y a de tels parents. Détrompez-vous. Celle-ci est suivant le moule classique, c'est un type de vieille puritaine. Passe pour sa morale, mais quelle orthographe elle enseigne à ses élèves. Et qu'est-ce que ces gens que Madame Water veut inviter sur son yacht parce qu'ils connaissent un duc, tandis que son mari trouve que ce serait scandaleux? Lord et Lady Ranch. Vous avez dû lire dans les journaux il y a un mois ou deux le mariage de ce grand seigneur avec une étoile de cinéma, une nommée Zinnia Lacrosse. C'est possible, mais je trouve que pour des gens de ce monde-là, c'est le prendre de bien haut avec une étoile de cinéma. Qu'y aurait-il de si scandaleux à la recevoir? C'est que cette créature a été la femme de Water. Vous dites? Pas longtemps. Ils ont divorcé presque tout de suite. Et qui est ce monsieur Gérald que ces dames se disputent? C'est le précepteur du petit. J'ignore ce que vaut ce monsieur, mais quant à l'élève, ce pauvre Terry, c'est le plus charmant enfant que vous puissiez voir. Malheureusement, il n'a pas de santé. C'est Water. Il n'était pas digne d'avoir des enfants. Jadis, dans leurs longs entretiens mélancoliques, Madame Sellers avait souvent laissé percer le chagrin de n'avoir pas d'enfants. Boyne retrouvait dans son indignation le cri de la femme stérile, révoltée par l'inconscience de parents qui ne savaient pas apprécier à sa valeur le bien qu'il lui était refusé. « Ils n'en ont pas de cœur, répéta-t-elle. Mais si, ils aiment les enfants. Mais c'est autre chose d'aimer les enfants et de savoir s'occuper d'eux. Mon sentiment, c'est qu'ils y ont renoncé depuis longtemps. Ils voient que ce n'est pas leur affaire, et alors ils préfèrent se remettre à leur fille aînée. Quel âge a donc cette Judith? Elle écrit comme un enfant de 10 ans. Elle est bien plus vieille que cela. J'imagine qu'elle peut avoir une quinzaine d'années. Mais 6 enfants sur les bras. Vous pensez s'il a eu le temps d'apprendre l'orthographe? 15 ans. Rose soupira. Elle pourrait être ma fille. Après un silence, elle interrogea. Et maintenant, qu'allez-vous faire, cher ami? Mais justement, j'ai compté sur vous pour me conseiller. Ce mot, comme il l'avait prévu, réveilla chez Rose Sellers la femme d'action. Il s'applaudit de l'avoir consultée. Elle s'était montrée pleine de sympathie, sans doute allait-elle se trouver de bons conseils. Pourquoi avoir tant attendu et s'être défié d'elle? D'abord, il faut écrire au père. Expliquez-lui que le climat de Venise ne vaut rien pour les enfants. Vous m'avez dit qu'il se tourmente de la santé de son fils. Écrire? À quoi cela servira-t-il? Clive s'écriera. Parbleu, Joyce, il a raison, ce vieux Boyne. Qu'est-ce que les enfants font ici? Expédions-les pour l'Engadine, pas plus tard que demain matin. Et puis il fourrera ma lettre dans sa poche et personne ne la reverra, excepté le valet de chambre qui brossera le veston. Mais la mère, comment l'appelez-vous, Joyce? Si son mari lui parle à elle. C'est justement le hic. Je ne comprends pas. Et si elle tenait aux enfants, à cause du précepteur? Ah ça, Martine, que me dites-vous là? Et vous prétendez que cette femme-là adore ses enfants? C'est pourtant la vérité. Seulement ces gens-là vivent dans un tourbillon. L'existence pour eux, c'est un film qui se déroule. On ne peut pas se lever pendant la représentation ni changer le rythme du spectacle. Alors, qu'est-ce que vous y pouvez? C'est ce que je me demande. Peut-être faire un tour à Venise et en causant... Retourner à Venise? C'est un peu fort de vous demander de refaire le voyage. Et si vous êtes embarrassé d'écrire? Êtes-vous sûr de ne pas l'être encore davantage pour trouver quelque chose à dire? C'est toujours délicat de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Mieux vaut une lettre. Si l'on vous voyait surgir brusquement, cela pourrait paraître un peu drôle. Il fut tenté de dire qu'il n'y avait rien de drôle pour les Waters, excepté ce que Mme Sellers pouvait regarder comme régulier. Mais il était là de cette discussion. « Je crois que vous avez raison, dit-il. Ce voyage à Venise serait absurde. J'écrirai. Du reste, la lettre de Judith date d'une semaine. Une semaine. Je parie que toute la famille est déjà disloquée, et toute la marmaille je ne sais où dans les montagnes. » Et content de s'être trouvé cette excuse, il remit la lettre dans sa poche. L'air fraîchissait, il se leva, et les fiancés redescendirent la montagne au bras l'un de l'autre.
Chapitre 11e. Mais oui, je lui ai écrit. La lettre est partie ce matin, dit Boyne à son ami dans la soirée du lendemain. Il était agacé d'avoir à rendre des comptes. Est-ce qu'il n'allait plus pouvoir faire sa correspondance sans qu'on l'en fît souvenir? Mais Rose le désarma d'un mot. « Vous me faites grand plaisir, chérie. Cela me serait si pénible de penser que notre bonheur vous fasse négliger votre petite amie. » Ah, comme elle était généreuse. Il l'adorait quand elle disait des choses comme celle-là. On voyait qu'avec ses airs de rigorisme, elle était avant tout une créature humaine. Ce soir-là, pour la distraire d'après des mois de solitude, il l'avait persuadée de descendre dîner avec lui, non pas à son modeste hôtel, mais au gigantesque palace qui s'élevait parmi les pins au-dessous du chalet. Il pensait que le mouvement du public et la gaieté du restaurant la divertiraient et rendraient, par contraste, plus délicieux leur tête-à-tête quotidien du chalet. Ils avaient fini de dîner et prenaient le café dans un coin du grand hall vitré où rentraient l'un après l'autre les couples de dîneurs. Pour la première fois, Boyne revoyait Madame Sellers au milieu de femmes de son monde gracieuses et bien habillées, et constatait avec plaisir qu'aucune ne la valait. Mais c'était amusant de voir évoluer tous ces inconnus et de construire un petit roman sur chacun d'eux. Boyne écoutait les remarques toujours brèves et un peu ironiques qui échappaient à son ami, avec une satisfaction où l'arôme de l'excellent cigare qu'il venait d'acheter au maître d'hôtel n'était pas étranger. « Jolie fille, n'est-ce pas, la petite là-bas, près de la colonne, en rose pêche. Seulement, on a vu cette tête-là 10 000 fois sur des couvertures de magazines. Ah, Martine, quel ennui si la beauté aussi se trouve standardisée. » « C'est déjà fait depuis longtemps, dit Boyne. Les jeunes gens se font en série. » Et il songeait secrètement que le grand attrait de son amie, c'est qu'elle était encore d'un temps où les femmes charmantes avaient chacune leur charme particulier. « Je me dis toujours que si j'étais l'heureux mari d'une de ces beautés, je serais incapable de la retrouver dans une foule. » Elle rit, et parcourant le hall du regard avec son face à main. « Ah, pour celle-là, je suis sûr que vous la retrouveriez. » « Une nouvelle beauté, où donc ? » ?»« Belle, non, à peine jolie, mais pas comme tout le monde. » »« C'est elle qui vient d'entrer. Où donc est-elle passée ? » ?»« La voilà qui parle avec le portier. Tenez, elle regarde par ici. Mais vous ne pouvez pas la voir de votre place, ce n'est qu'une enfant, mais le visage est intéressant. » Il n'entendit pas ces derniers mots, le portier approchait. « Monsieur, une jeune dame qui désire vous parler. » Boyne se leva, regarda dans la direction qu'on lui montrait. Il ne s'était pas trompé, c'était bien Judith, frêle et droite dans son petit costume de voyage, son petit bibi rabattu sur ses regards anxieux, si petite, si effacée qu'elle paraissait à peine visible au milieu de l'éclat de ses femmes aux bras nus. Et pourtant Rose l'avait repérée du premier coup. Ah non, elle n'était pas comme tout le monde. Personne comme Madame Sellers. Mais à demain, les réflexions. D'où venait la petite? Que faisait-elle ici? Une minute, vous permettez? C'est une connaissance. Il suivit le portier entre les rangées de petites tables. Judith attendait dans la pénombre de l'escalier. « Vous, cher enfant, vous tombez du ciel. J'avais si peur que vous ne soyez parti. » Il lui prit les deux mains, et elle leva vers lui une pauvre petite figure tirée. Allons, pourquoi pas? Il l'avait embrassée à Venise le jour de son départ. Il lui effleura les joues d'un nouveau baiser. « Vous, ici, qui venez vous faire? Et vos parents, où les avez-vous laissés? Martine, Martine !» Elle ne le lâchait pas, et il sentait qu'elle tremblait. Elle ne lui répondit pas, mais se mit à regarder autour d'elle. « Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ailleurs qu'ici? Il doit bien y avoir un salon de lecture. Il n'y a jamais personne après le dîner. » Ils allèrent, elle toujours pendue à son bras. Comme elle avait prévu, la pièce luxueuse était vide, les tables inoccupées et les divans déserts. Elle se laissa tomber assise auprès de Boyne et lui lâcha les bras au cou. « Martine, vous n'êtes pas fâchée. Dites-moi que vous êtes content. »« Bien sûr que je suis content. » Doucement, il se détacha d'elle. « Mais ma pauvre enfant, vous êtes morte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va de travers? Et la famille, qu'en avez-vous fait ?» Elle se recula légèrement et tourna vers lui son petit visage indomptable. « Si c'est de mes parents dont vous parlez, ils sont restés à Venise. Ils ne savent pas où nous sommes. Ne me grondez pas, Martine, nous nous sommes sauvés. » « Comment? Qui? »
tous, avec Scopie et la nounou. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Nous sommes descendus ici, à la pension Rosengleu. Papa n'ira pas nous y chercher. Il croira que nous avons filé pour l'Amérique. Il y a un bateau de la Cunard qui a touché Venise hier. Il pensera que nous l'avons pris. Nous avons laissé une lettre pour lui. On a loué des autos à Padoue. L'air fera du bien à Terry. Il paraît qu'ici l'air est merveilleux. Elle avait débité tout ce discours d'un même ton sérieux et tranquille, comme si rien de ce qu'elle disait n'eût d'importance, hormis la santé de Terry. Elle se tut et poussa un grand soupir. On la sentait à bout de force. Elle n'était plus qu'une pauvre petite chose qui allait tomber de fatigue sur l'épaule de Boyne. « Mon enfant, vous n'en pouvez plus. Je suis sûr que vous mourrez de faim. Il est 10 heures passées. Je parie que vous n'avez pas dîné. » « Je n'avais pas le temps. Il fallait d'abord installer les petits et savoir si vous étiez là. Maintenant que vous le savez, il faut songer à vous. Il faut vous remonter. Nous causerons après. » C'est vrai que cela ferait du bien d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Attendez ici, je vais marauder aux environs. Boyne revint dans le hall où les tables de bridge commençaient à se former. Il se rappela tout à coup qu'il avait planté là Madame Sellers à côté de sa tasse vide. Il l'avait tout à fait oubliée. Il la chercha à la place où il l'avait laissée, il explora le salon. Elle en a eu assez d'attendre, elle sera remontée, se dit-il, au lieu de patienter un peu. Mais j'aurais dû compter avec ses habitudes cérémonieuses. Elle aura cru que c'était plus délicat de s'effacer. Au diable la délicatesse. Mais l'essentiel pour le moment, c'était de faire dîner Judith et de la ramener à sa pension. Après, il remonterait au chalet. Et il finit par trouver un domestique. Il ne restait plus rien du dîner. Boyne dut se rabattre sur des sandwichs et des cocktails qu'il fit servir dans la salle de lecture. Au fond, il n'était pas fâché que Rose eût pris le parti de se retirer. La délicatesse a du bon. La première gorgée de cocktail ramena les couleurs sur les joues de Judith. La seconde lui donna une excitation un peu plus que naturelle. « Mangez, mangez, disait Boyne, vous parlerez plus tard. » Et il faisait glisser les sandwichs dans l'assiette de la jeune fille et s'amusait de l'avoir dévoré à belles dents et vidé le verre de Boyne après avoir bu le sien. Son œil brillait à travers le cristal, mais elle se taisait par obéissance. Enfin, elle lui demanda une cigarette et se renversa sur les coussins. « Nous sommes ici, toute la bande, » déclara-t-elle avec satisfaction. « Même Chip ? » ?»« Même Chip. Croyez-vous par hasard que nous serions partis sans lui ? » ?»« Et pourquoi partir ? Avez-vous donc tout à fait perdu la tête ? » ?»« Pas nous, mais papa et maman. Je les avais prévenus. Je leur avais dit qu'on partirait si ça recommençait. Et ça a recommencé. » »« Qu'est-ce qu'il y a eu ? » ?»« Ce que je prévoyais, tout simplement. Mais je pense que vous n'avez pas reçu ma lettre. Vous m'auriez répondu. » Elle tourna vers lui un regard d'une telle confiance qu'il ne put que balbutier. « Dites-moi tout. » »« Eh bien, voilà, tout est par terre. Patatras, je l'avais bien dit. Et des scènes, et des criailleries, et des menaces de filature, d'avoués, et des disputes sur la pension alimentaire. Vous savez, cette Sally Mentor. Les enfants se figurent que c'est une vieille amie de maman, à force d'en entendre parler depuis qu'ils sont tout petits. Ils s'imaginent que maman l'appelle quand ça va mal. Et ça va vraiment mal. Pire que jamais. On avait commencé le partage. On rendait bonne et bitchy à Buondelmonte, puisque le voilà riche depuis son mariage. Zigna est toute prête à reprendre sa fille. Son mari la trouve amusante. Papa gardait Chip et nous, les 3 aînés, on allait recommencer à être ballottés comme avant, comme des bouquins défraîchis de cabinet de lecture. Scopie en empruntait à Biarritz. Les bouquins embêtants, on peut les garder tant qu'on veut, mais les autres, on ne peut les louer que pour la semaine. Elle tourna vers lui son visage brûlant. « Voyons, Martine, dites que j'ai bien fait. Il fallait empêcher cela. » La nourriture qu'elle venait de prendre l'avait tellement échauffée que Boyne crut qu'elle avait la fièvre, à moins que ce ne fût l'excitation de la fatigue. Il lui prit la main, elle était brûlante comme le visage. « Vous n'en pouvez plus. Nous reparlerons demain. Il n'arrivera rien d'ici là. Allons, recoiffez-vous. Je vous ramène à votre pension. » « Mais Martine, vous ne nous abandonnez pas, c'est juré. » « Sur le livre à Scopie. Mais allons-nous-en, ou vous allez tomber de sommeil en route. » En réalité, il ne l'avait jamais vue aussi éveillée, mais elle se laissa faire et lui prit le bras pour gagner la porte entre les parties de bridge. La lune descendait à l'ouest,
suspendu au ras des crêtes, et l'horloge du village sonnait les 3/4 de minuit, tandis qu'il descendait le sentier entre des prairies laiteuses et des fermes endormies. Quelques lueurs brillaient encore aux lisières du village, mais la pension Rosengleu, pudiquement retirée derrière ses volets blancs, montrait à la lune un visage aveugle. Boyne ouvrit la grille et se préparait à devancer la jeune fille sur le perron. « Inutile de sonner, Martine, cela réveillerait toute la maison. On n'a pas dû mettre le loquet. J'ai dit à Scopie de prendre garde à ne pas m'enfermer dehors. » Elle tâta le bouton qui tourna docilement, puis, se retournant, elle sauta au cou de son compagnon. « Martine, cher grand ami, croyez bien que je n'aurais jamais osé, si je n'avais compté sur vous pour nous aider. » Et elle appuya ces déclarations d'un baiser sonore. « Je me passerai bien de la commission, » murmura-t-il, mais il poussa doucement la jeune fille dans l'entrée en songeant. « Je n'aurais jamais dû lui laisser boire 2 cocktails. »« Allons, montez tout doucement, » lui dit-il à voix basse. « Je passerai aux nouvelles demain matin. » Il referma la porte sur elle et s'échappa vers la grille. Minuit à l'horloge du village. Boyne pouvait-il décemment à cette heure frapper à la porte de Madame Sellers? À mi-chemin de l'hôtel, il quitta la route et s'engagea dans un sentier à travers bois qu'il connaissait bien. Mais le chalet avait soufflé toutes ses lumières.